Chapitre 1. Ma vie était méconnaissable par rapport à ce qu'elle était il y a 2 mois. On pourrait dire que je n'ai pas eu de chance, que les choses qui me sont arrivées sont terribles. Je ne pensais pas que c'était vrai. Bien sûr, je m'en suis sorti avec quelques cicatrices. J'avais fait des choses horribles, et je me sentais plus vivante que jamais auparavant. Peut-être que d'être si proche de la mort aide à clarifier les choses, condition de pouvoir vivre avec les cauchemars. Probablement que c'était juste parce que je m'étais fait un ami, un lien avec une vraie personne. Quelqu'un qui se souciait de moi. Mais alors, ça pourrait être aussi simple que d'avoir une série de repas décents et d'être plus en forme que je ne l'avais jamais été auparavant. Le fait que Mike ait réussi à éloigner Ashley Baxter était un soulagement. Même si je l'avais en quelque sorte remplacé par une bande de trafiquants de drogue, assoiffés de sang. On gagne un peu, on perd un peu. Personnellement, je craignais moins l'école mec. La psychologie est étrange. Il restait une chose. Quelque chose que je pouvais résoudre facilement. Quelque chose qui a défini ma vie, et dont je viens juste de réaliser qu'elle n'en avait pas besoin. La solution était simple. J'ai ouvert la porte lentement. Il y aurait ce grincement criard. J'ai eu du mal à passer dans l'entrebâillement. Je n'avais pas seulement pris du volume en faisant du sport, et en mangeant beaucoup. J'avais en fait grandi. Oui, j'étais toujours aussi grande qu'un enfant de 12 ans, mais c'était une amélioration. Je prenais ce que je pouvais. J'aurais aimé avoir le temps d'acclimater mes yeux à l'obscurité. Je pensais que les couloirs étaient mauvais, mais la chambre était dans un noir presque total. C'était oppressant de passer d'un appartement clair et propre à ce taudis. La pièce n'était pas beaucoup plus petite que chez Mlle Grégory, mais les murs étaient plus étroits. C'était la pénombre, la saleté qui avait pénétré le plâtre, la moisissure tenace. Ça puait. Ça puait, sans moi pour nettoyer après maman. Ça s'infiltre dans votre conscience, le pessimisme et l'amertume. J'étais captive de ces murs, mais plus rien ne me retenait ici. Je pouvais me libérer. À mon grand soulagement, la pièce était vide. J'ai attrapé quelques sacs poubelles noirs et j'ai commencé à empiler mes couvertures dans l'un d'eux, dans le coin où elles avaient été négligemment jetées. Je n'avais pas beaucoup de possessions, mais j'avais passé beaucoup de temps à me procurer mes vêtements. En économisant pour les magasins d'occasion, ou honteusement, en les volant sur les cordes à linge et dans les poubelles des autres. C'était incroyable ce que les gens pouvaient jeter. Je devais remercier les modes changeantes. J'ai attrapé les 2 boîtes de conserve que j'avais réussi à cacher derrière la plainte avec mes économies. J'avais emprunté des choses à Bethany et à Mlle Grégory en ramenant les repas de l'école. Ça s'additionne. Je n'étais toujours pas sûr que quelqu'un surveillait l'endroit. Alors je voulais entrer et sortir rapidement. Rassembler mes maigres possessions n'avait pas pris longtemps. Je pouvais partir comme ça? Elle était juste dans la pièce d'à côté. Devais-je lui dire au revoir? Je ne pensais pas que de laisser un mot serait suffisant. Elle ne le lirait probablement même pas. Se demanderait-elle pourquoi je suis parti? Aurait-elle même remarqué? Me sentant obligé, j'ai poussé la porte de la chambre un peu. L'odeur qui m'a frappé m'a presque fait vomir. Je suis parti pendant 1 semaine, et elle se retrouve dans cet état? Peut-être que je devrais rester. Non, ce n'était pas sûr. Je me suis glissé à l'intérieur. À présent, je pouvais distinguer des formes dans la faible lumière. Des morceaux de meubles abîmés que nous possédions, y compris le lit. Il y avait une silhouette recroquevillée au centre. Une respiration silencieuse et sifflante était la seule chose qui indiquait qu'elle était vivante. Elle pourrait tout aussi bien être un cadavre. Notre relation était au mieux quand elle était dans cet état. Je me suis assise à côté d'elle. J'avais toujours envisagé de partir, de m'enfuir, mais je n'avais jamais eu d'endroit où aller.
après certains des pires jours dont elle avait été vraiment mauvaise. J'avais passé quelques nuits dans la rue. Ce n'était pas facile. J'étais déjà assez paranoïaque en marchant dans l'île. Fermer les yeux et rester allongé quelque part dans une ruelle sombre pendant des heures. Je n'y arriverais pas. Je ne m'étais jamais vraiment endormi. Je restais allongé ou accroupi avec les yeux à moitié ouverts. C'était une sorte de repos. Je finissais toujours par revenir ici. Chapitre 2. La surprise fut rapidement remplacée par la panique. Je me suis lancé dans un sprint complet, oubliant mon jogging mesuré. C'est incroyable comme la fatigue s'évapore quand on est menacé. Je pouvais sentir l'adrénaline pénétrer dans mon système sanguin. Elle inondait mes bras et mes jambes. La douleur et la maladresse se dissolvant, remplacées par le feu. J'ai gardé la tête baissée, me concentrant pour aller aussi vite que possible. Ce n'était pas un bon plan. J'aurais dû regarder vers l'avant, planifier. Courir est inutile si tu ne sais pas où tu vas. Ce qui t'attend. J'ai couru, droit vers ma chute. Un pied projeté sur mon chemin. Quelque chose que j'avais évité à l'école un nombre incalculable de fois. Normalement, j'aurais dû être prête. Mais il m'a pris complètement par surprise. Sans avoir le temps de changer de direction, il m'a frappé et j'ai trébuché. Sachant que je n'avais plus d'équilibre et que j'allais tomber, j'ai essayé de faire une roulade pour absorber un peu d'énergie de la chute. C'était à moitié réussi. Je me suis relevé d'un bond, le bras engourdi par l'impact et une douleur intense dans le genou, que j'essayais d'ignorer. Des coudières et des genouillères. Tournant pour faire face à mon agresseur, j'étais prêt à me battre, la course ayant échoué de façon spectaculaire. Il m'a attrapé l'épaule. J'ai levé les mains pour essayer un blocage de l'articulation. Ivan avait assuré qu'il me permettrait de casser des bras. Puis mes pensées ont traité ce qui était en face de moi, juste avant que je mette mes pensées semi-instinctives en action. C'était un uniforme bleu, un flic. Merde, un flic. La prise de conscience a eu lieu. J'ai rapidement lâché prise, bras tendus, paume vers le haut, loin. Je me soumets. Ne jamais se battre avec les flics. Ils deviennent vindicatifs. Ils aiment savoir qu'ils ont du pouvoir sur vous. Hé, c'est une fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le type qui m'a fait trébucher, qui n'était clairement pas un flic, juste un civil qui avait repéré quelqu'un qui fuyait, avait décidé d'être un bon samaritain. Je ne sais pas, probablement... Regarde là, qu'est-ce qu'elle fait ici? Sa voix était remplie de venin. Il a fait un geste vers mes vêtements. Hé, cette veste est neuve. Elle est en bon état. Qu'est-ce que j'ai toujours dit à propos de la fuite? Ça engendre la suspicion. Quelle façon de prouver un point de vue? Et alors vous commencez à la poursuivre? Le samaritain a dit au flic. Ce gars était-il de mon côté? Vous m'avez fait renverser une petite fille? Ah, fierté blessée. Elle s'est enfuie quand je lui ai demandé d'arrêter. Pourquoi aurait-elle fait ça si elle était innocente? J'étais soulagé que la colère soit détournée de moi, mais je ne pensais pas qu'il était bon d'énerver la police. En plus, je ne vous ai pas forcé de l'arrêter. Il m'a tiré brutalement par l'épaule. Tu as dû piquer quelque chose. Qu'est-ce que tu fous à courir dans ce quartier? M'a-t-il adressé. J'ai décidé de jouer en douceur. Ça marche parfois contre les gens qui aiment se croire puissants. Les défis ne servent généralement à rien. Ils essaient juste de le prouver. Quoi qu'il en soit, si l'autre type se sentait un peu mal d'avoir mis à terre une petite fille, je vais lui donner une petite fille. J'allais juste courir. Je voulais essayer d'entrer dans l'équipe d'athlétisme de mon professeur. Il a dit que si je voulais être dans les meilleurs, il fallait que je m'entraîne. Bon sang, je n'arrivais pas à pleurer. J'aimerais pouvoir pleurer, comme ça, sur demande. Le visage de l'homme se déforma de frustration, ce qui me fit presque sourire.
J'ai mis dans le mille, mais ça n'a pas dissuadé le flic. « Je n'achète pas ça, petite merde. Tu dois avoir quelque chose sur toi. » Avant d'attendre une réponse, ses mains ont attrapé ma veste. Il l'a enlevée de mes épaules. Le vent froid a coupé mon t-shirt. Ses mains ont fouillé, tapoté et retourné les poches. Elles étaient vides. Je ne l'avais que depuis 1 heure. La jetant de côté, il s'est mis à saisir les poches de mon pantalon. Le Samaritain a fait un pas de côté pour le bloquer. « Eh, elle peut vider ses poches elle-même. Je ne vais pas vous regarder tripoter un enfant. » C'était vraiment une expérience inhabituelle pour moi. J'aimais bien ce type. Il n'avait pas peur d'aider quelqu'un à ses propres frais. Aurais-je fait la même chose? « Eh, vas-y, petite, vide tes poches. » J'ai consciencieusement vidé mes poches. À vue de nez, les gens normaux de mon âge avaient un téléphone, de l'argent, une carte de bus. Des choses qu'on pourrait m'accuser d'avoir volées. Pour une fois, je me considérais chanceuse de n'avoir rien de tout ça. J'avais $10 sous forme de billets froissés. Une somme qui ne valait pas la peine d'être ramassée sur le trottoir pour certains. Le flic a grommelé sur mon manque de preuves incriminantes. Le visage du Samaritain rayonnait de suffisance. « Heureux maintenant ?» a-t-il dit. « Elle a eu de la chance. Nous ne voulons pas de ce genre de personne par ici de toute façon. Même si elle n'a rien volé, elle aurait probablement eu votre rein si vous ne faisiez pas attention. » Ce qui est triste, c'est qu'il avait raison. Peut-être pas pour le rein, mais j'avais été poussé à voler. Surtout quand j'étais plus jeune. C'était toujours de la nourriture ou des vêtements. Ce n'était pas comme si je vendais ces choses pour de l'argent. J'ai essayé de me faire aussi petite que possible. Les confrontations sont toutes liées au langage corporel. C'est animal. Restez calme pendant que les 2 alphas s'affrontent. C'est devenu plus chaud. Le flic a menacé d'arrêter le gars pour trouble de l'ordre public. Une poignée de personnes s'était arrêtée pour regarder. La foule s'est agitée à l'accusation. Quel que soit le divertissement que notre société pouvait développer, rien ne vaut un spectacle public, un combat, un peu d'excitation. J'ai testé un pas hésitant à l'écart des 2 hommes. Le flic n'a pas réagi. Il a senti l'opinion de la foule se retourner contre lui. Son visage s'est déformé, essayant de décider s'il devait aller plus loin. J'ai doucement baissé les bras. Lis cette foutue foule. Tout ce dont tu as besoin, c'est de céder, et tout le monde l'oubliera. Mais il ne l'a pas fait. La foule grandissait, regardant les 2 hommes se disputer. Ils se moquaient de lui, acclamant le Samaritain. L'attention sur moi s'est peu à peu dissipée. Je me suis éclipsé. Je ne voulais pas être coincé dans la foule si les choses tournaient mal. Je me suis détendu en franchissant le seuil de la boutique de Jim et en entendant la sonnette à moitié familière. Je n'étais venu ici que 2 fois, et ça me semblait familier. Peut-être que c'était juste le soulagement d'arriver à une destination sans que rien d'autre ne se passe. D'une certaine manière, être entouré de murs d'armes à feu me faisait me sentir en sécurité. Jim était à sa place habituelle, les pieds posés sur le comptoir, regardant quelque chose sur une tablette posée sur ses genoux. Voir quelqu'un agir avec autant de désinvolture m'a aussi aidé à ne plus imaginer que j'allais être attaqué, comment j'allais être attaqué, et tout ce qui allait mal se passer quand je serais attaqué. « Hé, gamin !» a-t-il dit sans même lever les yeux. Je me suis demandé comment il savait que c'était moi, les yeux toujours rivés sur la tablette. Il ne peut sûrement pas le deviner du coin de l'œil. J'ai à nouveau regardé autour de moi, et mon œil a accroché une petite caméra à bouton en face de moi. Il regardait le flux de sécurité. Ok, c'était rassurant. Peut-être qu'il l'a fait apparaître automatiquement lorsque quelqu'un a déclenché la porte, au cas où il serait en train d'utiliser la tablette dans l'arrière-boutique ou autre chose. Il suffirait juste d'un petit capteur sur la porte. « Hé, arrête de rêvasser !» Il me regardait maintenant. « Salut Jim !» ai-je dit en agitant les mains, incertaine de moi-même maintenant. « De quoi as-tu besoin? Tu vas bien ?» Il regardait mon visage. « Ouais, je vais bien.
Les choses étaient un peu... velues. Velues? Pourquoi je sortais cette expression? Ça a l'air stupide. Je me suis approché du comptoir. Quand est-ce que tu as eu ça? Tu n'avais pas ton casque? A-t-il demandé. Ça a l'air méchant. Qu'est-ce qui t'a fait ça? Oh, il y a une semaine. Oh, ce n'est pas... Une semaine? Il a levé un sourcil. On dirait que ça date d'un mois. Il devait être familier avec les blessures au couteau. Je suppose que ça aurait du sens si vous possédiez un magasin d'armes. Comment on entre dans le métier? Ce n'est pas si grave, j'ai continué. J'ai un casque, mais s'il ne sert pas à grand-chose quand on vous l'enlève en premier. Il s'est levé et s'est penché pour voir de plus près. Ça ne ressemble pas à un couteau, a-t-il remarqué. Il ne l'était pas. Du verre brisé, j'ai dit. Sale truc. J'ai détourné le regard, mal à l'aise avec cette attention. Quelqu'un me regardait si attentivement que j'avais peur d'avoir un problème avec mon visage. Que j'avais une marque dessus, ou quelque chose de collé sur ma bouche. Je devais résister à l'envie de lever les mains et de vérifier. Rougir n'a pas aidé. Il m'a fait un petit rire en secouant la tête. Changement de sujet. Jim, l'armure a très bien fonctionné, mais être résistant aux balles ne va pas suffire. On t'a tiré dessus? A-t-il dit. Les deux sourcils relevés cette fois. Oui, on m'a tiré dessus. Je ne sais pas pourquoi, je lui disais. Mais il a dû comprendre que je faisais quelque chose. Je sentais que je pouvais lui dire ces choses. Pour une raison quelconque, je pouvais lui faire confiance. Peut-être que j'étais naïve. J'étais tellement paranoïaque sur tout le reste. Ça allait à l'encontre de mon comportement habituel. Tirer, il a dit d'un air sceptique. Devrais-je lui montrer? Je m'en fous. J'ai remonté ma veste et mon t-shirt et je me suis retourné. J'avais enlevé le bandage de mon dos. J'avais regardé sur internet et on disait que ça ne servait pas à grand-chose de lier les côtes cassées. La peau avait commencé à sceller correctement la blessure. Les ecchymoses étaient plus prononcées et le gonflement n'avait pas diminué aussi rapidement que la coupure sur mon visage. Le gilet pare-balles l'a ralenti. Il a cassé quelques côtes, mais n'est pas allé plus loin, heureusement. Il a sifflé. Merde, c'est... Qu'est-ce que t'as foutu? A-t-il dit. Rien. Je me suis attiré des ennuis, ai-je dit. Je n'allais pas lui en dire plus. J'ai besoin de plus de protection, et je dois faire plus de dégâts. Bien, maintenant cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sans oublier le gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Allez, merci. Ciao.